Salut à toi, aujourd'hui petite vidéo sur un peu la suite de la semaine. On part directement sur USD, cette nuit on a eu les données de croissance du PIB en Chine et on a été un peu surpris à la baisse. Parce qu'en fait on a quand même beaucoup d'exportations, mais en fait on a été déçus dans les ventes de détail. Je vous invite à aller voir le rapport sur ING. En fait globalement, même en investissement en termes de prix, on a quelque chose d'assez limité, ce qui est d'ailleurs très 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 surprenant. En vrai, en investissement, c'est ce qu'on remarque directement cette variable-là, là dans les prix des logements. Donc en fait, ça ressort bon, de ce qui était prévu, mais on a quand même un fort ralentissement global. Il est assez détaillé d'ailleurs, donc ce qui est assez décevant en termes d'activité. Bref. Sur Euro-USD, ce que je vous ai expliqué vendredi, c'était sans doute un retracement à la vivoie pour partir à la baisse derrière. Là, ce qu'on pourrait aller chercher, c'est de voir où est-ce que le prix des taux, enfin où est-ce que les taux obligataires vont pouvoir aller, voir si les taux allemands vont avoir un gap plus important pour combler un peu ce différentiel de taux d'intérêt en ce moment, qui est assez faible, mais pouvoir un peu le rattraper, ce qui pourrait soutenir l'euro USD si on observe bien ce fait-là. Donc ce que je vous ai expliqué, c'était d'attendre ce retour sans aller chercher le stop loss. Je ne sais plus s'il y a des données qui pourraient être en notre faveur. Moi, je pense que c'est surtout l'activité au Royaume-Uni qui va pouvoir soutenir le GBP, mais peut servir de sous-indicateur pour l'Europe. Bon, ça reste très grossier ce que je vous dis là. Et cette semaine, on n'a pas grand-chose à part les PMI manufacturiers. Donc en fait, contrairement aux États-Unis, le PMI manufacturier, cette activité-là, ce secteur, compte pour 2 tiers en Allemagne, ce qui est donc l'opposé aux États-Unis. Donc ça va être notre indicateur favori pour la semaine concernant l'euro. Après, le gros catalyseur encore depuis plusieurs mois, c'est la guerre en Iran. Donc là, il faudrait faire le calcul, voir pour le... Bon, je vais le faire maintenant. On va être dedans. On va faire comme ça. US02 news. Donc là, la baisse de l'euro USD, je trouve qu'elle est quand même plutôt bien schématisée. Parce qu'en fait, on a le spread qui baisse, la variation. Mais là, l'ouverture, elle est partie à la hausse. Je trouve que c'est assez représentatif de la variation du 10 ans. Donc, dans ce contexte, moi, ce que j'aimerais, ce qui serait favorable, ce serait d'avoir un retour de ce spread à ces niveaux-là, pour qu'on puisse observer sur EURUSD un retracement qui suit, en fait. Mais bon, c'est quelque chose encore à voir. Bref, Eurocad. Eurocad, comme je vous disais, j'attends un retour sur des plus bas. J'ai rien de très favorable. EuroJPY, je pense que dans ce contexte, on peut venir acheter à ces niveaux. Moi, ce que j'ai peur, c'est des niveaux de vente, de peur arriver au 185. Mais pour l'instant, je suis pas du tout en faveur de ce trade. Enfin, en fait, comme je vous disais, j'ai pas du tout envie d'acheter à ces niveaux. C'est même pas les niveaux d'intervention. On risque d'avoir de fortes volatilités. Même si vous avez un break-even, vous prendrez quelques points à la tronche quand même. Euro haut, 2 euros de réaction à la hausse pour côté risk-off. USD-CHF, bah, le support tient toujours, il commence à être rogné. Donc je pense que la prochaine fourchette, c'est les 0,8115-1. Je pense que c'est le prochain support, mais il devrait pouvoir être significatif pour le futur du CHF. Donc GBP USD. Donc comme je vous avais expliqué, c'est retourné. Je dis ouais putain, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de mystère.
pour moi, ce qui va changer, c'est être le taux de chômage. C'est vrai que c'est un peu une affaire à suivre dans le sens où on a quand même pas mal de... On a une grosse observation sur l'inflation, mais voir si on a quelque chose qui se reflète sur l'emploi, étant donné que là on est sur 5%, on pourrait lier tout ça ensuite aux données d'inflation le lendemain, donc je pense que c'est une grosse semaine pour le GBP, ça peut vraiment permettre de déterminer la future direction de la livre sterling. Donc on a les ventes au détail ensuite qui viennent, donc les modifiés PMI, ça c'est très important aussi. On n'a pas les ventes au détail, si on a les ventes au détail, ça pourrait être assez intéressant de voir un peu le comportement des dépenses. Ça va vraiment pouvoir déterminer la réaction suite à une forte inflation, parce que c'est un peu ce qui est observé, une peur d'un ralentissement par une baisse de consommation. GBP4, je vous ai mis ce niveau-là pour des rachats. J'attends de voir exactement comment... est-ce que les données du GBP vont être en faveur ou non. Donc soit c'est mauvais, donc par principe on retrace légèrement, puis on repart en dessous. Et je pense qu'après, ça sera des niveaux d'achat. Si derrière on a une inflation un peu élevée, des ventes au détail plutôt bonnes, c'est cet alignement que je recherche, c'est une forte inflation provoquée par les prix de l'énergie et des bonnes ventes au détail pour des consommateurs résilients vis-à-vis de tout ce contexte géopolitique et de la forte inflation. GBP, JPY, c'est pas pour moi des niveaux d'achat. En fait, on pourrait acheter, mais comme je vous disais, c'est les niveaux de forte volatilité. Vous voyez, là, on voit ça très bien dans le niveau des 213,7. C'est dès qu'on revient à un certain niveau, c'est forte volatilité. Et ça peut être très très piégeux. GBPO, donc là, on est sur un bon niveau que je vous avais mentionné là. Mais encore une fois, il faut qu'on ait des faveurs, enfin des bons fondamentaux pour aller chercher ces niveaux-là. Donc dans ce contexte, moi, ça me paraît, faut pas acheter. Faut pas acheter parce que, comme je vous disais, on a encore pas mal de données qui vont venir. Même si le load est censé être risk-off, avec le côté hawkish de RBA, ça risque d'être assez compliqué. USDJPY, alors USDJPY, je m'attendais à quelque chose d'assez différent, enfin pas aussi croissant et net. Donc, le niveau à risque, pour moi, là, ça va être les 160, ça va être vraiment un niveau à observer, et on pourrait avoir déjà des bonnes réactions volatiles dans cette fourchette-là. Et ce qui devrait renchérir une certaine... un risque d'intervention venant de la BOJ. Et si c'est bilatéral avec les États-Unis, ça risque d'être un retour beaucoup plus bas. Moi, je pense que si une intervention bilatérale, ça va finir en dessous vers les 153, et ce sera assez durable. USD-CHF, je suis assez intéressé par... je suis assez surpris, non, USD-CAD, je suis assez surpris de repartir aussi vite à la hausse, un peu comme l'USD-JPY. Pourquoi pas retourner là-haut, puis repartir à la baisse, ça me paraît c'est le plus envisageable à mon goût. Le CHF, c'est un peu pareil. L'Aude, j'aurais pu rentrer, mais du coup je l'ai pas fait. D'une part, le côté risk-off qui se reflète pas trop sur les marchés en ce moment. Même si on a un VIX relativement à 18, c'est pas non plus hyper significatif. Haute-CAD, c'est pareil. Ça aurait pu être d'excellents points d'entrée, mais je trouve qu'il y a quand même ce risque derrière tout ça. S&P 500, voilà, on part à la baisse. Pareil pour le Nasdaq. C'est des assets magnifiques qui ont un peu tué le marché, surtout en tech. Ce qui ne devrait pas tenir à long terme. Avec un ralentissement, on devrait avoir un peu un repricing assez équilibré vis-à-vis de l'investissement. Je pense que l'entrée en bourse de SpaceX est assez mystérieuse dans le sens où je pense que c'est assez intéressant de regarder, d'observer la réaction des marchés. Soit on a une perte de liquidité dans les assets magnifiques ou dans la majorité des actions du S&P 500, enfin des gros indices. Puis pour repartir chez SpaceX, ou alors on a une fuite de liquidité qui part de manière majeure, et une chute un peu de SpaceX à son entrée en bourse. Bon, ça, c'est différents scénarios de base qu'on peut avoir dans des entrées en bourse.
Côté obligataire, on a quand même quelque chose qui ressemble à une fin du monde. Nasdaq. Nikkei. Je trouve que le Nikkei, c'est celui qui est le plus cohérent dans sa courbe. Il y a quand même une grande part de survaluation. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que le Japon compte beaucoup sur l'IA pour sa croissance, sa productivité, ce que je trouve assez risqué en termes de dépendance. Après, c'est des bons projets. On a quand même pas mal de... C'est des choses de plus en plus évoquées, dans le sens où, même venant de la Fed, c'est quelque chose qui a été dit, comme quoi l'IA allait apporter une bonne productivité et permettre d'évoluer. Donc, à suivre si ça répond aux attentes, si on produit vraiment plus, mais toujours attention au risque d'inflation derrière. Bitcoin, du coup, Bitcoin, il revient à mon point d'entrée, ce qui me fout le seum. Fondamentalement, je pense que mon analyse n'était pas mauvaise. Je pense que c'était cohérent. Mais j'avais un problème de timing où je pensais que c'était plutôt bon, mais en fait, preuve que non. Je suis déçu. XOUSD, rien à dire par rapport au dollar et le Brent. À suivre si on vient casser au-dessus de cette résistance et avoisiner ensuite les 120 pour objectif. Voilà. J'ai pas de grosses choses de plus à dire. Moi, ce que je conseille, c'est de suivre tout ce qui va être lié à l'Iran, mais en parallèle, regarder les données. Parce que là, on a pas mal de données de PIB, d'emploi, donc récents, ce qui permet vraiment d'avoir une trace, peut-être pas un impact, mais d'avoir une trace sur l'impact géopolitique. Enfin, l'attaque, là oui, c'est ça. Par rapport au prix du baril, ça va vraiment pouvoir refléter certains comportements. Bon, peut-être qu'à court terme, ça se reflètera pas, mais c'est quand même certaines petites données qui peuvent être assez importantes. D'une part, l'inflation du Canada, au Royaume-Uni, balance commerciale du Japon. Voilà, on a quand même pas mal de choses qui nous permettent d'identifier pas à pas identifier clairement l'impact du prix du baril, quels ont été les premiers réflexes dans ces pays, et ce qui va nous permettre d'identifier clairement sur le taux de change le prix un peu plus intrinsèque. Voilà. Je vous remercie de l'avoir regardé.